Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous accueillir en cette je ne sais plus combienième soirée de rentrée d'un esprit de famille. C'est toujours une joie de rassembler, au-delà de la famille des philanthropes, des fondations familiales et de leur famille, de rassembler la grande famille de la philanthropie avec les acteurs qui coordonnent notre secteur, le Centre français des fondations, Admical, France Générosité, l'IDAF, etc., donc qui sont présents ici, et je vous remercie de vous être mobilisés. Je remercie aussi les fondations abritantes qui sont des acteurs très importants pour notre écosystème, parce que beaucoup de nos fondations sont abritées chez vous, donc je ne vais pas vous nommer parce que je risque d'en oublier certains. En tout cas, merci à vous d'être présents et d'agir pour développer la philanthropie. Et puis un merci tout particulier ce soir aux intervenants qui vont éclairer notre réflexion, qui vont nourrir notre action, qui vont faire en sorte que nous comprenions ce dont il s'agit sur le thème de cette année, qui est l'aide sociale à l'enfance. Alors, un esprit de famille, vous connaissez, on a une quinzaine d'années. L'association rassemble les fondateurs de fondations d'initiatives individuelles, privées ou des familles. Et ce qui fait notre ADN, c'est notre volonté d'agir au plus près du terrain. Et notre volonté d'agir, d'ailleurs, c'est notre devise, la philanthropie familiale en action. On aurait presque pu mettre un S. C'est la volonté d'agir près du terrain, auprès des associations, auprès des acteurs qui font changer le monde, qui font changer la vie, qui permettent de changer la vie des personnes les plus vulnérables. C'est vraiment ce qui nous motive, qui nous fait nous lever le matin, qui nous donne de l'espoir quand on voit tous ces acteurs de terrain qui sont concrètement à l'action, en action. Alors, une autre une autre valeur importante à un esprit de famille, c'est la volonté d'agir de façon collective. Nous agissons avec des cercles et nous avons l'envie de travailler ensemble, parce que les causes que nous défendons sont tellement grandes, elles nous dépassent, et on sait très bien qu'une fondation toute seule, aussi importante soit-elle, n'aura pas la capacité d'agir. Et donc nous travaillons de façon collective, entre nous, mais aussi avec les associations et avec les pouvoirs publics. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'accueillir Madame la ministre Sarah El Haïry, chère Sarah, qui va intervenir dans quelques instants pour nous parler de notre sujet de cette année, qui est l'aide sociale à l'enfance. On va avoir toute une série d'intervenants qui vont nous inspirer, nous expliquer les enjeux de cette aide sociale à l'enfance, et puis qui vont, je l'espère, nous mobiliser pour agir pour cette cause majeure pour la jeunesse de notre pays, une jeunesse fracturée, une jeunesse dont les familles sont également fracturées, et une jeunesse pour laquelle nous pouvons faire quelque chose. Et les fondations qui vont nous parler ce soir vont nous montrer comment concrètement nous pouvons agir, et j'espère qu'à la fin de cette soirée vous aurez tous envie de vous engager à nos côtés. Alors, je vous remercie encore une fois d'être là. Je voudrais remercier aussi nos hôtes ce soir, donc Media One qui nous accueille pour la deuxième année. Merci encore. J'appelle Alexandra Capton et Anne-Claire Tell. Bonsoir à tous. Alors, je ne suis pas Alexandra Capton, je suis Anne-Claire Tell. Alexandra, malheureusement, ne peut pas être là ce soir et elle s'en excuse. Elle a eu un petit souci de santé. J'ai la chance d'être à la fois directrice de l'engagement du groupe Media One et la déléguée générale de la fondation Dessine-moi une enfance, qui est la fondation familiale de Pierre-Antoine Capton et de son épouse Alexandra, qu'Alexandra préside. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je l'avais déjà dit l'année dernière, donc pardon, je me répète, mais on aime beaucoup avec Pierre-Antoine essayer de faire des passerelles entre philanthropie et mécénat d'entreprise. Ça nous permet de démultiplier notre impact, en tout cas on l'espère, c'est comme ça qu'on essaie de travailler les sujets, et le sujet de l'aide sociale à l'enfance est vraiment aujourd'hui le sujet sur lequel on se concentre. Côté fondation familiale, on a un biais un peu particulier parce qu'on focus sur l'art, la culture et le sport pour accompagner ses enfants. Et côté Media One, en revanche, on est plutôt axé sur l'égalité des chances, et donc on ouvre beaucoup, en tout cas on essaie d'ouvrir beaucoup les portes du groupe
à ces enfants de l'aide sociale à l'enfance en leur offrant des stages de 3e, de seconde, en emmenant des bénévoles, des collaborateurs bénévoles le week-end dans des villages d'enfants. Et là, on lance normalement dans 3 semaines un concours qui sera dédié à ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance pour leur permettre de découvrir le métier d'écriture et de podcast. Donc 8 d'entre eux parmi tous les participants pourront enregistrer leur podcast et on va créer cette collection qui sera dédiée à la voix des enfants de l'ASE. Donc je vous donne l'information en avant-première parce que nous n'avons pas encore communiqué, on finalise et on travaille pour ça avec différentes associations dont certaines vous entendrez parler. Pour nous, c'est un sujet d'intérêt général. On considère que c'est le problème de tous et que les solutions doivent venir de chacun. Et on croit beaucoup en collectif. Donc si je peux vous faire passer un message, engagez-vous. Bien sûr, l'argent est clé, mais y compris humainement, ce sont des moments exceptionnels qu'on partage avec les enfants au quotidien. Ils commencent vraiment leur vie avec une espèce de lose-lose. Il y a rien qui va, donc on peut que nous agir et leur tendre la main et élargir les horizons. Donc voilà, on est très heureux d'accueillir cette soirée et profitez bien. Et puis en apprendre autant que vous. Merci beaucoup. Et donc j'ai l'honneur d'appeler sur la scène Sarah El Haïry. Madame la Présidente, très chère Sabine, Mesdames, Messieurs, moi je suis très heureuse et très humble aujourd'hui face à vous tous parce que je vois beaucoup de visages de personnes avec qui on a mené des transformations, des actions, des engagements depuis ces dernières années, quelles que soient les responsabilités qui ont été les miennes, à l'Assemblée nationale en 2019 sur la philanthropie à la française, jusqu'au ministère de la Jeunesse, à la famille ensuite. Et très heureuse d'être en particulier aujourd'hui chez Media One aussi, parce qu'il se trouve qu'on a eu le soutien de Media One et l'accord de diffuser en particulier Adolescence il y a quelques jours en libre accès, pour illustrer aussi finalement cet engagement nécessaire face à un nouveau défi, voire à des dangers, ceux des réseaux sociaux qui touchent nos enfants et qui touchent tous les enfants, de tous les milieux sociaux, sur tous les territoires. Aujourd'hui, au commissariat à l'enfance, nous avons 3 missions principales. La protection immédiate. Et donc cette protection, elle est face à des défis, les violences sexuelles, les violences intrafamiliales, ces inégalités de destin qui fondent les déterminismes sociaux les plus profonds. Mais aussi, surtout, le plus grand défi, d'une certaine manière, c'est celui de faire travailler ensemble. Vous avez parlé de collectif. Peut-être que faire travailler ensemble les administrations entre elles, les collectivités entre elles, les parlementaires entre eux, ça c'est plutôt un défi, un challenge, mais sincèrement, il y a des hommes et des femmes partout dans notre pays qui ont cette préoccupation-là. Mais l'impact n'est pas à la hauteur de ce qu'on doit, en particulier aux enfants de l'aide sociale à l'enfance, parce qu'on est dispersés. Et vous avez réussi, au sein d'Esprit de Famille, de créer cette coalition. Coalition parce que, avant d'être des projets individuels, des projets familiaux, vous avez, je crois, une méthode, celle du regard très sincère, de cette vulnérabilité la plus profonde qu'on peut voir, soit dans une discussion, soit dans un échange. Celle aussi de ces projets qui transforment parfois en silence, mais qui du coup durent dans le temps. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin pour des enfants en particulier qui nous mobilisent aujourd'hui, ceux de l'aide sociale à l'enfance, qui, pour certains, peut-être ont, c'est vrai, moins de chance que beaucoup d'autres. Et au moment où l'État, la puissance publique, les départements doivent être à leur côté, les failles, elles sont béantes. En termes de santé, en termes d'éducation, en termes, pour le coup, de développement personnel, face à des défis et des horreurs qu'ils ont à connaître, même quand ils sont sous la protection de nos départements. Je pense à la prostitution des mineurs dont ils sont victimes, des violences, ou encore de l'instabilité du système lui-même, qui parfois va les arracher d'une famille ou d'un lieu. Le défi énorme de garder les fratries entre elles. Et tous ces défis, bien sûr que les départements sont les fers de lance, mais nous n'avons pas le droit, d'une certaine manière, de détourner le regard et de ne pas voir comment on peut les accompagner partout. Beaucoup d'associations, beaucoup d'actions, mais surtout, je crois, un engagement, le vôtre, celui de regarder ses enfants du plus jeune, c'est-à-dire celui qui sort de la maternité à la pouponnière, qui n'a encore pas eu de bras aimants, et grâce à des associations, grâce à des mobilisations, alors cet attachement se crée. L'engagement des assos pour garder des familles réunies, des fratries réunies, les aider à penser leurs plaies, mais surtout après. Quand l'institution se désengage, quand finalement ils ont cette angoisse la plus
grande de se retrouver seul, puisqu'il n'y a plus personne, alors il y a un besoin que l'argent ne remplacera pas, que l'institution ne saura pas faire, celle de la solitude et de la plus grande des vulnérabilités. Je parle bien sûr des jeunes majeurs, qui sont pour le coup plus éloignés. Et cela, nous leur devons, par vos actions diverses en fonction de vos histoires et de vos territoires, eh bien, des familles de cœur. Des hommes et des femmes qui, par la culture, par le soin, par le soutien à l'éducation, par la bourse, nous avons le devoir et vous avez le pouvoir d'être à leur côté. Merci d'en faire une cause, d'une cause essentielle. Et pour cela, nous serons à vos côtés. Évidemment, je reste au cocktail pour peut-être préciser ce que nous faisons, mais j'ai besoin aussi, d'une certaine manière, de votre ouverture d'esprit sur tout ce qui est possible. La philanthropie, bien sûr, le mécénat d'hommes et de femmes qui font le choix de donner du temps, mais aussi de l'innovation dans l'investissement. Aujourd'hui, on voit de nouveaux projets se créer pour mobiliser des actifs, pour créer des opportunités et nourrir finalement tous ces besoins. Ils sont immenses, mais un grand peuple comme le nôtre est en capacité normalement de les relever, et en particulier pour ces enfants. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre pour ce discours d'ouverture. Avant de donner la parole à nos différents intervenants, je voulais juste faire un petit point de contexte rapide. Alors le problème, c'est qu'il faudrait que je fasse la zapette en même temps. Je n'ai que 2 mains. Pardon. Voilà, on ne va pas vous inonder de chiffres, mais il y en a quand même quelques-uns qui permettent de prendre la juste mesure de c'est quoi l'aide sociale à l'enfance. Alors, déjà, on parlait de la DAS, il y a encore quelques années, mais finalement, c'est il y a longtemps. Ça s'est arrêté dans les années 80. On parle aujourd'hui d'aide sociale à l'enfance. Les budgets sont extrêmement importants. Selon les sources, c'est entre 10 milliards et 11 milliards d'euros qui ont donc été dépensés en 2023. Et c'est donc un service, une prérogative du département. De qui on parle également? On parle quand même de 285 000, donc pas loin de 400 000 jeunes de 21 ans, avec une forte progression donc de 40% pendant les dernières années. Donc ce sont des jeunes qui vont être soit placés en famille d'accueil, ça peut être des jeunes également qui sont dans des institutions, qui vont faire l'objet d'un placement à domicile. Derrière ce chiffre, c'est surtout des histoires qui sont souvent compliquées. Et ça dès le plus jeune âge. Et puis comme on le verra ce soir, c'est aussi des belles histoires. Des vulnérabilités qui sont multiples, donc 5 fois moins de chances d'avoir un bac général, 70% des jeunes de l'ASE donc, qui vont sortir sans diplôme, sans aucun diplôme, 45% donc des sans-abri de 18 à 25 ans sont passés par l'aide sociale à l'enfance, et en termes de santé, on parle de 20 ans d'espérance de vie en moins. Donc il est clair que ces chiffres sont assez éloquents quant à l'ampleur du phénomène et des défis qui nous attendent. Et c'est pour ça qu'on voulait absolument faire cette soirée ce soir sur ce thème. Et en même temps, on a envie de se dire, et si ces jeunes, on les autorisait à rêver, est-ce qu'ils pourraient eux aussi finalement viser haut et avoir un destin qui soit différent que celui qui leur semble tout tracé? J'imagine que ça n'est pas Jonathan Angloff, que je vais donc inviter à descendre, qui dira le contraire. Lui n'avait rien à perdre. Et il va vous raconter comment il a décidé de changer le cours de son destin. Merci. Merci à tous. Les statistiques sont assez éloquentes. Je crois que j'avais la petite zapette. Les statistiques sont assez éloquentes et c'est marrant parce que je voulais les citer. Et du coup, vous m'avez piqué les statistiques. Du coup, ça va être beaucoup plus difficile pour moi puisque du coup, j'ai pas assez préparé. Non, c'est pas grave, je vais y arriver. Donc, je me présente, je suis Jonathan Angloff. J'ai écrit récemment un bouquin, justement, qui retrace un peu mon histoire d'un gamin qui a grandi à l'aide sociale à l'enfance. J'ai été placé à l'âge de 12 ans. Ma mère ayant tout perdu, s'était fait escroquer par une sorte de pyramide de Ponzi des années 2000, début des années 2000. Et je me suis retrouvé placé comme ça, avec plus rien, plus un sou. Et je rentre dans ce rouage très particulier des enfants placés, qui est un rouage positif sur l'aspect on prend soin des enfants, on les met dans une famille, on essaye de s'occuper d'eux. Et l'État a fait un très bon travail, et moi j'insiste souvent là-dessus, et bravo à Madame El Agri pour en parler, parce que c'est vrai, on s'est occupé de moi. L'aspect négatif de tout ça, c'est qu'en revanche, on a une étiquette sur le dos, à jamais, dans les écoles, partout en fait, on le sait.
et on vous dit ne vise surtout pas trop haut. Et les statistiques qu'on a vues juste avant, attendez, je les remets parce que c'est un... Oups, non, j'ai allé dans le mauvais sens. Hop là. Les statistiques sont assez éloquentes parce que moi, je l'ai vu dans toutes les personnes que j'ai pu fréquenter à cette époque. Il y en a pas mal qui sont SDF aujourd'hui, c'est vrai. L'espérance de vie, parmi la dizaine que j'ai connue, j'en ai en effet 2 qui sont décédés pour diverses raisons. Et en fait, je me rends compte à quel point je suis un miraculé. Et la seule chose qui a été différente chez moi, je pense, c'est cette envie de réussir, cette envie de ne pas me laisser faire, de ne pas accepter qu'on me dise « Jonathan, ne vise pas trop haut, tu n'y arriveras pas. Jonathan, trouve-toi un travail le plus vite possible parce que tu finiras sinon comme les autres à la rue. » Et ça, on me l'a souvent dit. Et je me suis dit, je vais pas accepter ça. Je vais travailler plus que ce qu'on me demande. Je vais aller beaucoup plus loin que ce qu'un jeune, normalement, issu des quartiers, pourrait faire. Et je vais croire en moi. Et je retrace ça dans l'histoire de mon livre parce que, en fait, j'ai envie de donner aux enfants qui n'ont pas eu les mêmes chances que les autres, qui sont pas nés sous la même étoile, comme avait dit si bien le groupe IAM dans les années 2000, parce que ces gamins, en fait, ils sont pas plus bêtes que les autres. Ils ont juste pas les mêmes chances que les autres. Et donc, ce livre, je l'ai dédié à eux. Je donne tous les bénéfices à des associations, justement, qui aident les enfants, pour justement sortir ces gamins de « tu n'y arriveras pas », t'es pas comme les autres. Au contraire, j'ai envie de leur dire, vous êtes comme les autres, vous avez une rage de vaincre en vous que personne n'a. Vous ressemblez peut-être pas aux autres, et en effet, moi non plus, je ressemblais pas aux autres. Voilà à quoi je ressemblais. C'est sûr que quand on voit ce gamin, je dois avoir 14-15 ans là sur ma moto volée, personne croyait en moi. Et au fond de moi, je croyais pas vraiment en moi non plus. J'avais envie d'être un bad boy parce que je me disais que finalement il y a que le crime qui paie et je me suis vite rendu compte que le crime ne paie pas. Non, mais plus sérieusement, il faut pas juger le livre par sa couverture parce que parmi ces enfants, et je dis, j'ai même pas envie de dire parmi ces enfants, tous ces enfants devraient avoir la même chance de réussir. Et tous ces enfants sont comme peut-être certains d'entre vous ont des enfants. Et ben vous devriez les traiter de la même sorte. On doit traiter ces enfants comme les autres. À force de travail, à force de me battre, j'ai un jour créé, je vais vous raconter un peu mon histoire, mais je suis sorti de l'aide sociale à l'enfance. Très jeune, j'ai commencé à acheter des chambres de service, des petits appartements aux derniers étages des beaux immeubles cossus parisiens, en me disant, je veux jamais finir à la rue. Parce que toute ma vie, on m'a dit, Jonathan, il y a de fortes chances que tu finisses à la rue. Je faisais partie de ces gamins qui, lorsqu'ils prennent le RER, je regardais sous les ponts et je me disais, si un jour je suis à la rue, peut-être que je pourrais dormir sous ce pont-là. J'ai vu qu'il y avait une porte. Si je la casse, il y a peut-être un sas. Si vous voyez la mentalité dans laquelle on est à ce moment-là, parce qu'on nous le répète tout le temps. On nous dit que si on a un travail, déjà, c'est une réussite. C'est-à-dire qu'il y a un nivellement par le bas qui est complètement hallucinant à cette époque. Et aujourd'hui, je le vois, ça continue. Les jeunes que je rencontre, ils n'ont pas d'ambition parce qu'on leur donne pas les moyens d'avoir de l'ambition. Et c'est pas que de l'argent dont je parle. C'est la manière dont on les traite, c'est la manière dont on leur parle, c'est la manière dont on les regarde. Et donc moi, toutes ces années, j'ai essayé de me démener. À 19 ans, j'ai commencé à acheter mes premières chambres de service. À l'âge de 23-24 ans, j'avais une dizaine d'appartements dans Paris en faisant je faisais des prêts étudiants. On va passer ce détail. J'espère qu'il n'y a pas de banquier. Non, mais bon, c'est pas illégal en soi. Mais ce qui est illégal, c'est de pas les rembourser. Moi, je les remboursais. Et à 27 ans, encore une fois, contre toute attente, je crée une boîte qui s'appelle Aircall, qui devient une des licornes françaises, qui fait aujourd'hui plus de 200 millions de chiffre d'affaires, qui a levé 226 millions. On est présent dans le monde entier. Et quand j'ai commencé, la première chose qu'on m'a dit, c'est mais tu n'as pas d'expérience dans les telcos, tu n'as pas d'expérience dans la tech, pourquoi tu te lances là-dedans? Et vous voyez, je reviens à la mentalité qu'on a, c'est on regarde le passé de quelqu'un pour prédire son futur. N'est-ce pas bizarre finalement cette mentalité que l'être humain a et c'est naturel? Et pourtant, quand on regarde sur les marchés financiers,
Quand on achète un produit financier, on nous dit tout l'inverse. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et bizarrement, je pense que parmi vous, pas mal ici investissent leur argent dans des gens qui leur disent ça. Alors pourquoi on n'investirait pas dans des jeunes qui ont un passé difficile et qui peut-être vont réussir? Et donc voilà, moi j'ai créé Aircall et ça a très bien fonctionné puisque la boîte est valorisée aujourd'hui plusieurs milliards. Mes investisseurs sont ravis d'avoir parié sur ce gamin qui n'avait aucune chance. Et vous voyez, j'ai continué. L'immobilier, je ne me suis pas arrêté à acheter mes chambres de service. J'ai créé ma foncière, Aguesso Capital, où j'ai acheté plein d'immeubles dans Paris. Et continuer ainsi, toujours en essayant de ne jamais me dire que c'est impossible. Et même récemment, je remets les mains dans le cambouis, j'ai créé Offstone, qui est mon fonds d'investissement immobilier, où là, carrément, il y a des investisseurs qui se mettent à mes côtés pour investir dans l'immobilier, et je leur offre des rendements en leur disant les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais en fait, ce que je veux dire derrière tout ça, parce que mon CV, on s'en fout, ce qui est important, c'est plutôt de se dire comment on peut aider ces jeunes, comment on peut faire en sorte que la jeunesse qui vit des choses difficiles soit sur un piédestal. Comment on peut faire pour qu'il y ait des Mohamed et des Mamadou dans les grandes écoles françaises? Comment on peut faire pour que à Saint-Louis, à toutes les beaux lycées parisiens, on ait plus de personnes issues de la diversité? Et j'ai pas un discours woke parce que je suis pas du tout dans ce discours-là. Je suis juste en train de dire que toute mon enfance, j'ai vu des gens brillants se détruire. Et je vais vous prendre un exemple qui est flagrant et qui m'est arrivé là il y a 2-3 mois. Une personne, et c'est pour ça, ce n'est pas que pour l'aide sociale à l'enfance que je dis, une personne avec qui j'étais au lycée en seconde, qui était une des meilleures élèves que j'ai vues de ma vie. Elle avait 20 sur 20 toute l'année, tout le temps, à tous les contrôles, c'était spectaculaire. Et je me suis toujours dit, cette fille, elle va vraiment réussir dans la vie. Elle était issue des quartiers populaires, elle était dans un lycée populaire, mais pourtant, que d'excellentes notes. Et vraiment, une mentalité de gagnant. Et là, elle m'a recontacté récemment sur les réseaux sociaux, suite à la publication de mon livre, et elle m'a raconté un peu son histoire. Et bien finalement, elle n'a pas du tout fait d'études longues, elle qui aurait voulu faire Ulm, elle me l'a raconté. Les assistantes sociales lui ont dit « Tu viens des quartiers populaires, tu devrais plutôt te diriger vers telle ou telle chose ». Et finalement, elle est devenue infirmière. Pas que infirmière est un mauvais métier, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis juste, c'est que c'est peut-être un talent qui a été gâché. En France, on manque cruellement d'ingénieurs. Et je dis ingénieurs, hommes comme femmes, et encore plus des femmes. Et cette fille aurait voulu être ingénieure, elle a voulu faire Ulm, et il y a plein de choses qu'elle aurait voulu faire, et la société ne lui a pas permis de le faire. Pas pour une histoire d'argent, puisque les bonnes écoles d'ingénieurs sont gratuites, mais pour une histoire de mentalité, de comment on met les gens dans une case très jeune. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Elle est heureuse, et c'est très bien, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que toute l'année, qu'est-ce qu'on entend en France? On entend qu'on manque de talent. Nos talents partent aux États-Unis, partent à l'étranger. Alors qu'en fait, les talents, on les a. On les a peut-être pas où on le pense, mais ils existent vraiment. Et moi, dans tout mon parcours, j'ai croisé des gens talentueux. Et comment ça se fait que toutes ces personnes que j'ai croisées, qui étaient talentueuses, qui étaient bien meilleures que moi à l'école, parce que alors, peut-être en vous décrivant mon parcours, on doit dire oui, mais c'était un bon élève. Non, pas du tout. J'étais l'élève moyen. D'ailleurs, j'ai redoublé ma 3e. C'est pour vous dire. Et pourtant, c'est juste que bon, j'ai peut-être eu cette douleur en moi de l'aide sociale à l'enfance, d'être jugé toute ma vie, qui m'a donné un peu des ailes. Et je suis un miraculé. Mais tous ces autres gamins qui n'ont pas eu ça, parce que tout le monde ne l'a pas, et c'est la vie, eh ben, est-ce qu'ils ne méritent pas eux aussi de réussir? Est-ce qu'ils ne méritent pas de rendre la France fière de toutes ces personnes qui, en fait, sont brillantes, et juste notre système n'est pas adapté à eux? Donc, la chose que je vous demande à tous, c'est ne jugez jamais. Continuez à aider ces associations, continuez à les soutenir, ayez un regard différent. Dites-vous que parmi tous ces jeunes qui peut-être ne viennent pas des beaux quartiers ou qui peut-être n'ont pas des parents éduqués, qui ont pu les élever comme il faudrait, eh ben, il y a des pépites, il y a des gens qui méritent d'être aidés. Et en dehors des pépites, je pense qu'on est tous des êtres humains et on mérite tous la même chose. Merci à vous. Merci Jonathan. Moi, ce que je propose, c'est que
plutôt qu'on mette des cibles dans le dos de ces jeunes, on leur mette des petites ailes. Comme ça, on pourra les aider à s'envoler. Merci. Alors, je vous propose maintenant d'accueillir... Hop. Alors, je vais... Hop, oui, pardon, donc Pauline. Pauline, donc Spinas Bédon, je vous laisserai vous présenter, mais vous êtes donc directrice d'une MEX. Alors, une MEX, c'est quoi? C'est une maison d'enfants à caractère social, donc pour les apprentis d'Auteuil. Et vous allez nous parler donc de ces jeunes, justement, qui sortent et qui n'ont pas forcément de famille, justement, ou de personnes, de tuteurs ou d'adultes pour les aider. Et la Touline a mis en place un dispositif qui va permettre de les soutenir en tant que jeunes majeurs. Alors je peux dire un mot, vous allez me voir un tout petit peu en action. Et donc moi, je suis l'heureuse directrice d'une maison d'enfants à caractère social depuis 15 ans. Donc je pense que j'ai accompagné à peu près 1000 des petits pépites depuis 15 ans dont parle Jonathan. En effet, mes petites pépites. Et puis vous allez voir dans ce film, pendant 10 ans maintenant, quand elles nous quittaient à 18 ou à 21 ans, j'étais très heureuse de les revoir, mais j'avais pas les moyens de continuer à les aider. Et là, on va vous faire une petite présentation flash d'un dispositif qu'on a créé et qui, pour moi, est un des plus beaux effets de levier public-privé qu'on puisse inventer aujourd'hui. Et donc, je serais ravie de vous parler et de vous témoigner après ce petit film. À ma manière, la Touline, ça ressemble un peu comme, on va dire, des parents qui m'aident. Et je me suis rendu vite compte que la vie d'adulte, c'était un peu compliqué. La Touline, c'est un dispositif qui a été lancé en 2016 par Apprentis d'Auteuil et qui a pour but de faciliter la sortie des jeunes de l'aide sociale à l'enfance et particulièrement d'éviter la rupture au moment où ils sont sortis et leur permettre de se sécuriser dans leur vie d'adulte. Par exemple, j'avais un gros problème avec mes impôts. Dès que tu sors de la MEX, ils t'ont expliqué quelques notions. Mais bon, entre le dire et le faire, c'est compliqué à faire. Du coup, la Touline, ils étaient là. Et d'ailleurs, c'est grâce un peu à la Touline que j'ai réussi à avoir mon appartement. Merci. Ils sont tenaces. Tenaces. À l'écoute. J'essaye en tout cas, et persévérante, parce que je veux croire en chaque destin de jeune. Même si le jeune ne croit pas toujours en lui, moi je crois en lui. La valeur d'une société, elle se mesure à l'aune de la façon dont on prend soin des plus petits et des plus fragiles. Voilà. Et aujourd'hui, les jeunes de la Touline, c'est des jeunes qui ont eu des parcours de vie où ils ont été les enfants de la République. Ils ont été les enfants de l'aide sociale à l'enfance. On a la responsabilité de l'éducation qu'on leur a donnée. Je trouve que collectivement, la société n'a pas le droit de les laisser tomber. Donc voilà, vous avez vu Erwan, qui aujourd'hui est en CDI à l'hôpital Saint-Joseph, à l'accueil de l'hôpital Saint-Joseph, vous allez voir, qui a en effet son appartement et qui est très heureux. Aujourd'hui, eh bien voilà, ce dispositif, moi j'ai la chance d'être donc une heureuse directrice depuis 15 ans. Se dire que depuis 15 ans, si je me lève tous les matins, c'est que j'ai l'impression qu'en effet, l'aide sociale à l'enfance sauve des vies. Et les jeunes, j'ai la chance d'avoir des anciens qui reviennent nous le dire, nous présenter leurs enfants, leurs familles. Mais aussi, on voit ceux qui sont retombés après et les fragilités. Et aujourd'hui, je peux le dire, j'aurais du mal à être directrice d'un établissement sans une Touline. Pourquoi ? C'est que on avait toujours, en effet, ceux qui sortent et on sait que le travail n'est pas fini. Ils sortent à 18 ans, à 19 ans, parfois à 21 ans quand ils ont pu bénéficier d'un contrat jeune majeur. Mais je le dis toujours comme ça, quand on quitte sa famille, donc moi, et puis d'autres enfants, quand on quitte sa famille, on revient quand même le dimanche éventuellement pour un bon repas, récupérer ses feuilles de sécu, être aidé pour les impôts, demander un conseil aux parents où justement on va faire le contraire. Mais en tout cas, c'est pas une rupture. Et aujourd'hui, l'anniversaire des 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, c'était à la fois une fête, mais parfois un au revoir avec un système où on quitte un système et on-off. Et on retournait voir souvent l'établissement où on avait été, mais c'est vrai que les éducateurs... ils ont ceux d'aujourd'hui dont il faut s'occuper. On disait bonjour, on s'apercevait qu'en creusant un peu, il y avait des sujets à travailler, mais cette frustration de ne pas avoir la disponibilité de s'en occuper.
Et donc cette intuition, elle est née en effet d'une statistique terrible qui était sortie dans le grand public en disant qu'il y avait une surreprésentation des enfants de l'aide sociale à l'enfance parmi la population SDF. Apprenti d'Auteuil avait une tradition de fidélité à ses anciens. On s'est dit, mais là, il faut qu'on aille muscler quelque chose, il faut qu'on aille inventer pour que le passage à la majorité, à l'âge adulte, ne soit pas une rupture, mais soit une continuité. Et c'est là où on a inventé ce dispositif des Toulines. Les Toulines, c'est un peu des Shivas, c'est des personnes avant tout qui vont un peu comme des parents, guidés sur une libre adhésion vers l'accès aux droits, ces enfants. Alors, c'est pas que de l'accès aux droits, vous voyez, il y a aussi beaucoup d'affect, et je vais vous parler d'une histoire, parce que c'est un peu comme une famille. Je viens à la fois faire ma feuille de sécu, et puis en même temps, je viens chercher du réconfort et de la chaleur familiale. Et donc, c'est tout ça qui est permis avec une libre adhésion et des jeunes. Alors, sur le territoire du Val d'Oise, donc, tous les Valdoisiens peuvent venir à la Touline et demander un coup de main qui souvent va se transformer par une discussion et on va s'apercevoir que les besoins sont bien plus larges. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir le recul sur plusieurs années, d'être passé sous les fourches codines d'une mesure d'impact social. Et on peut aujourd'hui affirmer que 1 euro investi dans la Touline, c'est 6 euros de charges de dépenses sociales économisées pour la société. Et je trouve ça très beau parce que de vous le présenter aujourd'hui, parce que je trouve qu'autant, c'est ce que je disais dans le reportage, c'est les enfants de la République, mais bien entendu, à un moment donné, ça s'arrête. Et qu'il y ait ce relais par la générosité privée, parce qu'aujourd'hui, les Toulines, elles ont, dans leur grande majorité, besoin de financement privé pour vivre. On voit comment ces enfants de la nation continuent à l'être, mais à travers d'autres sources de financement. Donc concrètement, la Touline, ce sont des gens qui se mobilisent et qui reçoivent, qui peuvent aller là où habitent les jeunes. Donc c'est des gens et une voiture, globalement. On va là où sont les jeunes et là où ils ont besoin. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler de 2 rapidement. Alexandre, avec qui j'ai déjeuné la semaine dernière. Alexandre, il a grandi en famille d'accueil, mais il était estampillé comme le mauvais objet. Donc ça n'a pas été une très bonne expérience. Il est arrivé à la Maison Saint-Jean, dont je suis la directrice, dont il a 15 ans. Il nous a dit la semaine dernière, vous vous rendez compte que vous êtes les premiers à m'avoir accueilli comme une famille. Et il nous a quittés avec un très beau parcours, très volontaire, puisqu'il est rentré en BUT, où il a eu un diplôme d'ingénieur. Et puis, il avait sa petite sœur qui était en famille d'accueil. Et vous voyez ce qu'a fait la Touline, et là, c'était plutôt un rôle de conseil, parce qu'il se posait la question, il voulait faire une année de prépa. Mais s'il faisait une année de prépa, il ne gagnait pas tout de suite sa vie. Or, il voulait que sa sœur, qui sortait de famille d'accueil, qui rentrait en fac de droit, il disait, mais moi, je ne veux pas qu'elle ait comme moi à bosser. Et donc, est-ce que j'ai eu 250 textos. Est-ce que d'abord je fais ma prépa et je pense à moi, ou en fait je pense à ma sœur et je m'installe? Bon, et puis en plus de ça, je vous le dis, en plus j'ai rompu avec ma petite amie, donc en plus je vais peut-être tout abandonner. Et donc finalement, c'était un soutien beaucoup plus familial. On lui a mis en place aussi du mentorat pour pouvoir réfléchir, parce qu'en effet, il m'interrogeait sur les systèmes de prépa et j'avais un peu décroché, et donc lui retrouver des mentors qui étaient capables de l'accompagner. Et aujourd'hui, la semaine dernière, il nous a dit, je suis rentrée aux arts et métiers, j'ai fait mon choix, et puis j'ai installé ma sœur, et voilà. Et donc en fait, par ce déclic et par le fait qu'on s'intéressait à lui et qu'on était capable de débattre et de l'aider à choisir, alors il voulait que je fasse le choix pour lui, j'ai dit non, voilà. Eh bien, il a été capable de s'inscrire dans son école d'ingénieur. Donc ça, c'est les beaux parcours. Et puis derrière, on sait aussi qu'il va avoir des périodes de doute et il pourra compter sur nous. Et puis, il pourra aussi nous parler de sa petite sœur, etc., etc. J'ai envie de parler aussi de Makura, qu'on a vu la semaine dernière. Makura, parcours de protection de l'enfance, soutien de famille de ses petits frères et ses petites sœurs. Et en fait, le passage à l'âge adulte, c'est le moment où quelque part, elle a décompensé. Alors, on pourra en parler et en échanger, mais c'est vrai qu'on voit quand même une montée en flèche de la dégradation de la santé psychologique et psychiatrique des jeunes qui nous sont confiés, et forcément ça s'arrête pas à l'âge adulte, et parfois ça s'aggrave. Or, le système de soins aujourd'hui, il est très engorgé, ou il est dans le secteur privé, et Makura, elle allait mal, elle s'enfermait chez elle, alors que c'était une jeune fille brillante, qu'elle avait accès à un CAP pâtisserie en alternance avec le Club Med, mais elle n'arrivait plus à sortir de chez elle. Voilà, il y avait quelque chose qui s'était passé quand elle avait quitté l'établissement. Et par le lien, par les petits cafés qu'allait prendre la responsable de la Touline avec elle s'est rendue compte qu'en fait, Makura, elle avait besoin de mettre son histoire en mots. Et on a commencé à la faire sortir en allant justement au cinéma et lui dire, mais tu sais, il y a eu des livres qui ont été écrits de l'aide sociale à l'enfance, tu peux raconter ton parcours. On l'a inscrite sur un atelier d'écriture. Et en fait, on a réussi à la faire sortir de chez elle pour rejoindre les ateliers d'écriture, parler au cinéma. Et aujourd'hui, elle
a rejoint son BTS, elle est capable de sortir de chez elle et elle est en alternance. C'était pas grand-chose, c'était de l'affection. Et puis derrière, on s'est aperçu qu'elle avait laissé tomber ses droits, elle avait plus de sécu, et tout ça, on a pu le faire parce qu'on avait établi ce lien. Et donc aujourd'hui, voilà, je ne saurais plus être directrice sans, parce que dès Makura, on savait qu'elle était fragile. Un Alexandre, pour moi, il était solide, on avait fait le job. Et en fait, on s'aperçoit que sans service après-vente, le filet de sécurité étant inexistant familial, les rechutes, elles peuvent être extrêmement importantes. Et aujourd'hui, je sais que quand je revois un jeune, je peux lui donner des nouvelles sereinement, prendre le temps de donner des nouvelles, et puis juste derrière, l'orienter vers un service qui fera vraiment de façon professionnelle son accompagnement vers l'âge adulte. Voilà. Le pari que je fais sur les Toulines, c'est qu'on adore en France mettre des bornes. Et donc, quand on doit aller défendre le projet, on dit c'est 18-25 ans. Et en fait, moi, je suis une militante en disant il ne devrait pas y avoir de fin. Parce que si on fait le pari comme une famille, on accompagne bien, et petit à petit, on lâche la main et il y a moins besoin. Mais rien ne nous empêche, quand on a 30 ans, 35 ans, de continuer à venir prendre un café, de donner de nouvelles et présenter les enfants. Et nous, on l'a expérimenté sur nos services des anciens. Et aujourd'hui, j'étais très heureuse d'avoir un ancien qui a 70 ans. Il a réussi sa vie, mais il avait besoin d'un coup de main sur ses prothèses auditives. Je trouve ça super que la Touline, ça aide ça aussi. Merci Pauline pour tout ce que vous faites. Et effectivement, on a besoin de nos parents toute notre vie. Donc, il n'y a pas de raison que ces enfants de l'aide sociale à l'enfance n'aient pas également droit à ces adultes qui les aident et qui les aiment. Carole, tu es là. J'invite donc Carole Pécou à aller au pupitre. Donc, Carole, ravie de t'avoir avec nous ce soir. Donc, tu es un membre très actif d'un esprit de famille. Tu as monté une fondation qui s'appelle la Fondation ACOM. Et tu vas nous parler déjà, tu vas nous donner quelques mots sur ta fondation, pourquoi tu l'as créée, et puis surtout nous expliquer d'où vient cet engagement que tu as pour l'aide sociale à l'enfance. Merci, Carole. Bonsoir. Effectivement, nous avons créé une fondation il y a en 2016 qui est abritée par la Fondation Caritas France. Nous l'avons créée avec mon mari et nos 3 filles à l'époque. Et nous avons choisi ensemble 2 missions. La première, c'est l'accès à une formation qualifiante pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et l'autre, qui ne vous étonnera moins, qui est l'accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables. C'est la raison pour laquelle, effectivement, ce débat qu'on a déjà commencé autour de l'aide sociale à l'enfance nous paraissait une évidence. Une évidence, je ne vais pas répéter les chiffres qui vous ont été déjà donnés, mais 380 000 enfants ou jeunes en France à l'heure actuelle, ça nous paraît une situation mais absolument lamentable. Je prendrai ce terme un peu fort, mais... Donc voilà, 2% d'une génération, des jeunes qui perdent 20 ans d'espérance de vie dans un pays comme la France, ça ne nous paraît pas acceptable. En avril dernier, il y a pas mal de lois, je ne vais pas remplacer Madame la ministre, excusez-moi, mais il y a pas mal de lois qui encadrent la protection de l'enfance. En avril dernier encore, il y a eu une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet qui a montré, malgré tout, les carences de l'État. Catherine Vautrin, votre ministre aussi, a décidé de créer un plan de refondation de l'aide sociale à l'enfance autour de 7 axes, dont un qui est la mise en œuvre de bilans de santé pour les jeunes rentrants ou pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et d'un parcours adapté à chaque situation. Par ailleurs, effectivement, il a été décidé de renforcer ou de travailler, j'allais dire, davantage avec les départements et peut-être de montrer une instance commune et partagée afin que les différentes parties prenantes puissent travailler ensemble. Au-delà de cette prise de conscience, je crois que tu as fait une rencontre qui t'a convaincue d'aller encore plus loin. Et alors, en tant que philanthrope, effectivement, ou fondatrice, on tombe sur un certain nombre de personnes qui, pour vous bouleversent, vous émeut. Et effectivement, ça a été le cas avec Céline Gréco. Certains peut-être ont entendu parler d'elle. Céline Gréco est une ancienne de l'ASE. Elle fait partie donc des aides sociales à l'enfance. Elle fait partie des 1%,
comme Jonathan, qui ont fortement bien réussi, j'allais dire, dans leur vie active. Elle est professeure donc à Necker de médecine de la douleur et palliative. Elle a, en tant que bien évidemment professeure de médecine, très attachée aux questions de santé, et elle a décidé donc de créer un centre d'appui pour la santé totalement dédié aux jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. C'est une personne engagée, énergique, visionnaire, et vous ne pouvez pas résister au fait de vous engager auprès d'elle, ce qui a été mon cas depuis octobre 2024. Ponctuellement, enfin, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai voulu essayer de rassembler un maximum de fondations d'entreprises sur ce sujet. Et je me suis engagée à en rencontrer un certain nombre de temps en temps avec peu d'écoute et par contre avec des gros succès auprès d'autres. Des fondations aussi familiales se sont engagées. La route était déjà un peu ouverte auprès d'un certain nombre de personnalités du monde économique et du monde de la j'allais dire du monde de la politique. Vous étiez déjà pas mal engagés. Et donc ça a été, j'allais dire, peut-être plus facile de l'appuyer en tant que philanthrope. Voilà, c'est ce que je peux dire. Céline donc crée ce centre de santé qui va ouvrir bientôt, donc en novembre, le 2 novembre exactement. C'est un centre qui va être totalement dédié, comme je vous le disais, aux jeunes de l'ASE. Il va offrir des compétences pluridisciplinaires autour de la pédopsychiatrie, de la psychologie, de la psychomotricité, de la diététique ou encore de l'orthophonie. Il va accueillir 2000 enfants, on appelle ça en file active, c'est-à-dire en gros 6000 consultations par an. Ce sont a priori des enfants qui sont en Île-de-France et c'est la raison pour laquelle ce projet a besoin et je pense va être répliqué dans toute la France assez rapidement. Il est déjà en voie de création dans les Hauts-de-France, en particulier à Villeneuve-d'Ascq, avec le soutien de l'ARS et de pas mal de fondations familiales du Nord. Et pour parler très avancé, existe avec les villes de Bordeaux et de Marseille. Quand on a préparé cet échange ensemble, tu as insisté aussi sur les risques de troubles de l'apprentissage, les risques de déscolarisation. Quels sont les moyens finalement d'y remédier? Est-ce qu'on peut lier santé et éducation pour ces jeunes? Les troubles d'apprentissage sont 30 fois plus nombreux en moyenne chez les personnes qui sont accueillies dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. C'est pas moi qui ai donné ces chiffres malheureusement. Et les risques de déscolarisation sont 7 fois plus importants. Donc face à ce constat, il me paraît vraiment important, et c'est vraiment la preuve que éducation et santé sont étroitement liées. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Céline a décidé d'adjoindre à ce centre de santé un pavillon, le pavillon Astéria, qui va être construit et ouvert en avril 2026, qui va être aussi un centre pluridisciplinaire de formation et d'insertion professionnelle. Il va abriter un restaurant d'insertion qui va être ouvert au public et qui va être aussi un centre de formation donc pour les jeunes qui veulent aussi s'intéresser par les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Il va aussi comprendre des salles pour les enfants, des salles de cours pour les enfants déscolarisés, qui vont par ailleurs au centre d'appui pour la santé, et enfin des bureaux avec des psychologues et des assistantes sociales qui vont accueillir en particulier des jeunes majeurs, puisque l'enjeu effectivement c'est de 18-21 ans, et je suis d'accord, ça peut être beaucoup après.
Donc prise en charge médicale, prise en charge au niveau de l'éducation. Donc les deux sont liés. Un petit message pour conclure? Oui, je pense qu'effectivement, l'aide sociale à l'enfance peut être prise sous des angles très différents. Le domaine de la santé en fait partie, le soutien scolaire tout autant, l'accueil pour un logement aussi, Madame, vous en parliez, l'ouverture à des activités artistiques et bien sûr l'insertion professionnelle, dont une des composantes est le mentorat. Mais Denis Metzger aura la possibilité de développer ce sujet dans son intervention. Je crois que déjà, il y a pas mal de fondateurs ici, sans le savoir, qui aident en fait des jeunes de l'ASE. Il y a beaucoup d'associations qui sont déjà, sans être spécialisées, dédiées à cette cause. Je parle du Colibri, je parle d'AFEV, je parle de Proxité. Mais il y a des associations qui sont totalement dédiées à cette cause. C'est le cas de Chapitre 2, par exemple. Et bon, voilà, c'est un panorama que, à travers mon prisme de philanthrope, mais je crois que nous, effectivement, fondateurs familiaux, nous devons nous engager collectivement parce qu'effectivement, nos moyens sont plus limités pour certains d'entre nous et collectivement, nous devons nous engager et faire quelque chose et prendre notre part dans ce débat. Je pense que véritablement, nous devons participer à ce projet de société. Ça me paraît pour moi un peu une évidence, peut-être parce que j'y suis engagée de façon un peu quotidienne. Et que vous dire de plus moi, je reste à vos dispositions pour parler de cet aspect de santé, moi, qui me paraît effectivement primordial, parce que je pense en toute bonne foi que c'est un peu le nerf de la guerre. On ne peut pas prétendre... j'allais dire, aider les jeunes de l'aide sociale à l'enfance si eux-mêmes ne sont pas réceptifs et en bonne santé. Voilà. Merci. Je vais en profiter pour inviter Jacques Vincent à monter sur scène, dire un petit mot. Alors, Jacques, vous avez été vice-président exécutif du groupe Danone, mais ce n'est pas à ce titre que vous allez intervenir ce soir, enfin en tout cas je ne crois pas, mais au titre de fondateur donc de la Fondation familiale Acteurs de mon avenir. Vous avez 16 ans de mécénat derrière vous, une conviction très forte, je reprends vos mots, tout jeune a un potentiel à exploiter et est capable de se bâtir un avenir. Donc je vous laisse revenir sur votre parcours et nous raconter pourquoi vous êtes particulièrement intéressé par ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Merci. Véronique m'a introduit de façon originale, puisqu'elle a commencé par dire quel avait été mon métier. Elle a bien fait parce que ça m'a permis de gagner de l'argent et maintenant de dépenser. Car il n'y a pas de fondation sans argent, il n'y a pas de mécène sans moyens financiers. Donc merci Véronique. Je sais que j'ai que 8 minutes, c'est aussi Véronique qui me l'a dit. Je sais que je suis le 5e speaker. Je sais que je dois laisser la parole à Denis après, de façon la plus appropriée possible. Alors je vais commencer par du hors-sujet. Le hors-sujet, c'est ma visite hier après-midi au Petit Palais. Et au Petit Palais, il y a une exposition Greuze. Greuze, c'est un peintre que j'aime pas du tout, très, très moralisant. Et en fait, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert ce qui est écrit là, d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que vous lisez ? L'enfance en lumière. Alors, je vous invite vraiment tous à y aller. Parce que si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez à l'enfance. Et vous verrez que vous allez découvrir un Greuze qui est complètement différent de l'idée que vous avez. Donc ça, c'était leur sujet. C'est vrai qu'en 2007, j'ai créé une fondation qui s'appelle Acteurs de mon avenir, et avec l'idée suivante. Il y a beaucoup de jeunes dans des milieux peu favorisés qui se retrouvent, de par leurs notes scolaires, dans des classes où ils ne peuvent pas choisir leur avenir. Et ces jeunes-là,
qui ne peuvent pas choisir leur avenir, ils ont à 15 ans ou à 18 ans la perspective d'avoir un métier qu'ils n'auront pas choisi. Et quand vous avez 18 ans et que vous allez rencontrer vraisemblablement des obstacles du même type que ceux qu'ont rencontré votre famille, c'est inadmissible. Donc mon idée fondamentale, c'est quoi que je fasse, c'est d'aider ces jeunes à les mettre dans un cursus où ils pourraient avoir un métier dont ils ont envie. Donc j'ai commencé par m'intéresser avec la fondation Acteurs Mon Avenir par les jeunes de collégiens et lycéens. Et on a pendant 15 ans accompagné 2000 jeunes en banlieue parisienne et en banlieue lyonnaise de classe SECPA. La classe SECPA, c'est la classe qu'on vous met quand, après votre CM2, vous n'avez pas de bonnes notes, bah vous passez en 6e SECPA. Et là, vous avez une petite étoile jusqu'à votre 3e et après. Et aussi, je me suis intéressé aux jeunes qui étaient en classe, dans différents lycées, en classe professionnelle de maintenance. Pourquoi ? Parce que la classe de maintenance, c'est la classe dans laquelle, quand vous n'avez pas de bonnes notes, que vous n'avez aucune des classes que vous avez demandées, ben on vous met. Autrement dit, 80% des jeunes qui sont en maintenance ne veulent pas être en maintenance. Donc pendant 15 ans, en fait, la Fondation a payé des coachs professionnels qui accompagnaient pendant 2 à 5 ans ces jeunes pour les remettre dans un cursus, je dirais, leur convenant mieux que celui dans lequel ils étaient. Et puis en 2024, j'ai fait quelques rencontres et j'ai réalisé en fait qu'il y avait des jeunes qui étaient beaucoup plus fragiles ou fragilisés que ceux auxquels je m'étais intéressé. Et ceux-ci, c'était ceux de l'aide sociale à l'enfance. Alors, comme un membre d'habitude, j'ai commencé par explorer qu'est-ce que l'écosystème. Je connaissais bien maintenant, après 15 ans, l'écosystème d'éducation nationale, mais pas du tout celui de l'assistance de l'aide sociale à l'enfance. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai lu beaucoup de rapports. J'ai rencontré des gens intéressés, qui n'est pas intéressé quand il reçoit un mécène et qu'il a besoin d'argent. Et j'ai trouvé des gens qui prenaient vraiment beaucoup soin, en particulier dans les foyers, beaucoup de soin des jeunes dont ils avaient la responsabilité. Néanmoins, une chose m'a étonné, et j'en ai fait part à mes interlocuteurs, dans les sièges, dans ceux qui géraient les institutions, à savoir qu'il n'y avait aucun élément sur ce que devenaient les sortants. Autrement dit, quand vous lisez les rapports d'activité des institutions, quand vous lisez les rapports d'activité des départements, institutions et départements qui dépensent 11 milliards, et que vous demandez, mais que sont devenus les jeunes qui sortent ? Et il en sort environ 30 000 par an. Eh bien, on vous dit, écoutez, c'est pas vraiment notre priorité. Notre priorité, c'est de prendre bien soin des jeunes que nous avons. Et donc, je demande, essayez, vous pouvez documenter comment sortent ces jeunes ? Non. Personne ne pouvait documenter comment sortent les jeunes. Alors, c'est très simple. Comme je ne vais pas m'arrêter là, ce qui m'intéresse sont les jeunes et pas les institutions. J'ai essayé de trouver des moyens de toucher directement les jeunes. C'est là que j'ai fait le tour des associations qui touchaient les jeunes. Et en fait, il existe en France pas mal d'associations qui s'intéressent aux sortants et aussi aux jeunes de l'ASE. Et certaines d'entre elles, bon nombre d'entre elles, sont très professionnelles et ont de bons résultats. Et donc, ce que j'ai fait, c'est très simple. Sachant que j'avais dans l'idée, un jour, d'en soutenir une ou deux très largement pendant le long terme, je me suis fait un portefeuille d'associations. Portefeuille d'associations, c'est simple. J'ai donc contracté avec Chapitre 2. Chapitre 2 a un service de suite, c'est-à-dire un service qui prend en charge pendant 1 an un jeune qui est sorti. J'ai contracté avec Les Ombres. Les Ombres, c'est c'est pas un service de suite, c'est un service de mentorat beaucoup plus ponctuel. Eux, c'était pour créer une antenne dans le Nord et créer une antenne de 200 mentors. L'objectif, c'est à la fin de l'année. J'ai contracté avec une association très petite qui s'appelle Compter sur demain. Et Compter sur demain est spécialisée dans
les bourses et l'accompagnement de jeunes qui sortant de l'ASE, qui font des études supérieures. Supérieures, ça veut dire dès le BTS, pas forcément. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, et ils ont de très bons résultats également, ils sont très agiles, et ils réussissent à trouver à la fois des stages, des connexions et des bourses. J'ai contacté aussi avec une assoce qui s'appelle Réussir aujourd'hui, qui accompagne des jeunes et des jeunes de l'ASE pendant 3 ans, mais pour ceux qui font des études supérieures, au bout de 3 ans, ils n'ont rien. Or, par exemple, la semaine dernière, on a décidé de soutenir une jeune qui est à Dauphine, qui va faire sa 3e année, et qui a besoin d'argent pour les 3 années qui viennent, et qui veut devenir fiscaliste. Donc il y a aussi des... peut-être que ça peut intéresser Jonathan, d'ailleurs. Ensuite, je me suis intéressé aussi, parce que ça, c'est du curatif. Hein, on prend les jeunes une fois qu'ils sont sortants. Donc, on a fait un peu de préventif en créant avec 2 autres fondations, une fondation qui s'appelle 1624 et l'autre qui s'appelle le Manteau de Saint-Martin. On a fait un collectif à 3 pour donner des coups de pouce à des jeunes de 16, 17, 18 ans en ASE, qui étaient en insertion ou en études, mais qui avaient un obstacle à franchir qui nécessitait de l'argent. Donc, ce sont des coups de pouce de entre 500 et 1500 euros. Donc ça, c'est à l'intérieur de l'institution, mais l'argent est directement donné aux jeunes. Donc toujours dans l'esprit de construire quelque chose, je m'intéresse maintenant au préventif au travers du parrainage. Je ne sais pas si vous savez que le parrainage, c'est un jeune, soit adolescent, soit plus jeune, se voit attribuer, à sa demande bien sûr, une personne ou un couple qui va être en fait une sorte de référent, mais à l'extérieur de l'institution. Et donc j'ai donc contracté cette année avec France Parrainage pour une expérimentation sur comment un certain type de parrainage peut avoir un impact sur la voie scolaire que va prendre le jeune. Bon, voilà tout ce que je fais. Et dans 2-3 ans, c'est-à-dire en fait à la fin de l'année prochaine ou à la fin de l'année suivante, on va sélectionner des candidats. On va sélectionner 1 ou 2 ou 3 pour cette fois mettre de l'argent derrière de façon plus importante et de façon aussi plus durable, bien sûr. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Je voulais vous dire aussi que tout ce que j'ai appris, et j'ai appris beaucoup de choses, c'est à votre disposition. Pour vous dire aussi que je suis prêt à m'associer ou à associer à qui partage mon approche et qui a envie de finalement m'aider à sélectionner celui ou celle que demain on soutiendra. Car si on est 2, on soutiendra 2 fois plus. Si on est 3 fois plus. Merci de votre écoute. Denis, tu es très investi dans les causes humanitaires depuis plusieurs décennies. Et tu es donc le président et le fondateur de Break Poverty Foundation. Ta vision est extrêmement forte depuis le démarrage. Enrayer le déterminisme social dès le plus jeune âge, lutter durablement contre la pauvreté et avoir un monde où les enfants pauvres ne deviennent pas des adultes pauvres. Ma question est simple. D'où te vient cet engagement et comment se concrétise-t-il ? C'est une bonne question. C'est vrai que j'ai passé 35-40 ans engagé sur la malnutrition infantile dans les pays du Sud, avec Action contre la faim. Et il y a quelques années, j'ai décidé de créer Break Poverty, un fonds de dotation, pour m'engager sur quelque chose de plus substantiel. C'est le besoin de travailler collectif. Il m'est apparu de façon assez claire que beaucoup d'associations avaient du mal à travailler en collectif et avaient du mal à progresser, à rechercher des résultats ensemble. Et c'est vraiment sur ce concept que nous avons créé Break Poverty pour se mettre à plusieurs, pour réfléchir aux causes des dysfonctionnements de notre société, pour essayer de comprendre pourquoi en France, un enfant pauvre, né pauvre, va nécessairement devenir un adulte pauvre,
Nous sommes, sur ce plan-là, l'un des pires pays de l'OCDE, l'avant-dernier. Merci, la Hongrie est derrière nous. Et donc, c'est sur ce thème de réflexion et de rechercher des solutions collectives que nous avons créé Break Poverty. Et en analysant les différents dysfonctionnements de notre société, nous sommes tombés sur une nouvelle choquante qui a choqué sûrement beaucoup de gens ici et que vous avez vu déjà, c'est que quand on prend la population des jeunes sans abri de moins de 25 ans, 45% d'entre eux sont passés par l'aide sociale à l'enfance. Donc là, c'était typiquement un dysfonctionnement que nous avons essayé d'analyser. Et bien évidemment, on connaît la matière sociale et la difficulté de ces jeunes qui ont vécu de nombreuses fractures familiales, fractures amicales, qui sont souvent victimes de traumatismes psychologiques, voire psychiatriques, voire d'ailleurs souvent physiques. Et ces jeunes, très vulnérables, s'en sortent très mal. Et l'une des causes que nous avons identifiées, c'est que ce système formidable, qui est le système des éducateurs, des psychologues, des magistrats, qui protègent ces enfants, ne les prépare pas vraiment à leur avenir. Le système est tel, il est tellement protégé, et à juste titre, qu'il a du mal à se tourner vers l'après. Et donc, cette réflexion-là s'est produite pendant le Covid et nous avons eu l'opportunité, à la demande d'une vingtaine de départements, de distribuer des ordinateurs. Et nous avons distribué 8000 ordinateurs dans les départements français auprès des jeunes qui avaient été identifiés par les départements. Et nous avons jugé utile, par définition, de mettre un mentor pour aider à la prise en main de ces ordinateurs. Et c'était un mentorat de quelques jours, de quelques heures, de quelques semaines. Et nous avons vu à quel point les enfants changeaient. Alors bien sûr, parce qu'ils étaient heureux d'avoir un cadeau, l'ordinateur, mais aussi parce qu'il y avait une relation très privilégiée entre un adulte qui s'intéressait à eux et un adulte qui n'était pas dans le système, un adulte hors système. Et en regardant les expériences étrangères, nous nous sommes aperçus assez rapidement qu'aux États-Unis notamment, le mentorat est une des voies royales pour essayer de préparer l'avenir de ces jeunes, ça va de soi. Et donc, nous avons décidé de créer une cohorte de 700 jeunes dans 20 départements pour essayer d'identifier, de valider que le mentorat avait un effet positif sur ces jeunes. Parce qu'on nous a bien sûr dit, surtout quand on rencontre des éducateurs, mais vous n'êtes pas éducateur, mentor, vous n'êtes pas éducateur, est-ce que ça va vraiment marcher ? Et ça a été assez spectaculaire, puisque 80% des jeunes estiment avoir repris confiance en eux grâce au mentorat. 95% des jeunes mentorés affirment que le mentorat a renforcé leur envie de réussir à l'école. C'est pas formidable ? Donc on voit bien l'espoir que l'on met dans l'esprit de ces jeunes. Et munis de ce premier succès, nous avons déposé un amendement à la loi Taquet, un amendement par lequel les départements ont l'obligation aujourd'hui de proposer un mentorat à tous les jeunes de l'aide sociale à l'enfance avant leurs 18 ans. Formidable, nous sommes très fiers d'avoir réussi à faire passer cet amendement. Mais le droit au logement ne crée pas des logements et le droit au mentorat ne crée pas des mentors. Et donc, nous avons découvert assez vite que les départements étaient en difficulté. Et aujourd'hui, des difficultés financières partiellement, mais aussi de méthode. Comment aller chercher des mentors ? Comment être bien sûr qu'on ne met pas un loup dans la bergerie ? Et quelles sont les responsabilités de l'État en plaçant un mentor ? Et donc, nous avons décidé de former les départements. Donc, nous avons sensibilisé tous les départements français et formé activement par des programmes de formation 60 départements.
Et nous avons également, pour développer de façon massive le mentorat, décidé de créer une alliance nationale de mécènes et de philanthropes, de façon à développer de façon massive le mentorat avec méthode et avec l'aide des départements. Aujourd'hui, seuls 3500 jeunes sont mentorés sur 380 000. Alors, il ne faut pas non plus se rapprocher ce chiffre-là, puisqu'ils ne sont pas tous mentorables. Mais simplement pour dire que le chiffre est vraiment très faible et qu'on peut faire mieux. Et nous nous sommes fixé un objectif de tripler le nombre de mentorats pour passer de 3500 mentorats effectifs aujourd'hui à 10 000 sur une période de 3 ans. L'ambition, alors nous avons créé cette alliance et nous sommes alliés à 6 associations qui avaient, nous considérions, le plus de compétences pour travailler sur ces jeunes particulièrement en difficulté. Et donc aujourd'hui, cette alliance Mentorat ASE a pour ambition de lever 1 million d'euros par an pendant 3 ans. Et nous avons déjà acquis un tiers de ces financements auprès de grands mécènes, que sont la Fondation BNP, la Fondation Bouygues Télécom, qui est présidée par Édouard Bouygues, la princesse Caroline de Monaco et d'autres fondations familiales. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle, puisque le mouvement est déjà parti et que nous avons 8 fondations familiales du Nord qui ont décidé de porter ce projet à l'échelle sur la région des Hauts-de-France. Et donc, voilà, nous faisons un appel à tous ceux qui le souhaitent pour développer ce programme à l'échelle sur l'ensemble du territoire. L'idée est bien de porter ce mécénat à l'échelle en passant de 3 500 à 10 000. Pour donner un ordre de grandeur, prendre en charge un département coûte à peu près de 50 000 à 60 000 euros, ce qui est relativement raisonnable. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de jouer le collectif et de couvrir l'ensemble du territoire national pour avoir un effet de masse sur les 3 ans. Voilà, je voulais donc remercier le conseil d'administration d'un esprit de famille et bien sûr le comité de pilotage d'avoir choisi ce thème de l'aide sociale à l'enfance qui est formidable parce que là on parle des plus vulnérables parmi les vulnérables et puis on voit bien qu'en jouant collectif, en se mettant ensemble sur de véritables objectifs concrets qui ont fait leurs preuves, qui ont été validés, on peut vraiment changer le destin de ces jeunes. Et le regard d'adulte est absolument essentiel. Ils ont la chance quand même d'être aimés à l'intérieur des foyers. Mais je pense que un nouveau regard du monde extérieur, des salariés, des retraités, des jeunes étudiants, va permettre de faire la différence pour ces jeunes qui ont besoin d'ouverture et qui ont besoin de comprendre ce qu'est le monde qui les attend. Voilà, un grand merci. Merci beaucoup. Et puis, voilà, j'ai commencé à dire que j'avais créé Break Poverty pour jouer collectif et pour échelle de l'impact. Voilà, nous avons là un des projets de Break Poverty auquel nous tenons beaucoup. Et nous pensons que le collectif va pouvoir permettre de créer un impact et d'aider des milliers de jeunes. Merci de votre écoute. Je vais inviter Marianne Guévibeau à rejoindre la tribune. Marianne, donc, tu es présidente exécutive de la fondation Cassiopée, donc implantée dans le Nord. Donc ça fera une petite transition avec ce qui s'est dit. Et dans une interview que nous avions faite ensemble l'année dernière, tu nous avais fait part de ta motivation à mettre en place des synergies entre fondations et associations et de soutenir la mise en place de programmes novateurs. Donc clairement, là, faire ensemble et innover, tu vas l'illustrer donc en nous parlant de ce projet collectif. Merci Marianne. Bonsoir à tous. Alors j'ai la lourde tâche de vous parler un peu de méthodologie, alors qu'on a parlé avant de cœur et de beaucoup de sujets qui peuvent nous toucher. Mais qui dit collectif dit méthodologie.
Et là, l'ambition d'Esprit de famille, c'était de contribuer à changer de manière significative l'avenir des jeunes de l'ASE. Et pour ça, on a dû mettre en place une méthodologie au sein d'un esprit de famille. Donc ça commence par quoi? Un petit sondage membre que vous avez peut-être reçu et qui nous a permis de voir qui était au sein d'un esprit de famille motivé ou en tout cas ou expert dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance. Suite à ça, on a pu en fait constituer un comité de pilotage, encore une fois avec des experts autour de la table. Et il y en a, on travaille tous plus ou moins dans le secteur de l'aide sociale à l'enfance sans pour autant le savoir. Ensuite, on a analysé les thématiques. Et comme vous avez pu le voir, elles sont nombreuses, les thématiques, et elles sont toutes les unes plus passionnantes que les autres. Donc il y avait le mentorat, dont on a entendu parler. Il y a le parrainage, les lieux de vie autour de la santé, dont a parlé Carole, la santé et la santé mentale, la formation des éducateurs, l'accompagnement des sorties sèches, dont on a entendu parler aussi, le financement d'un lieu de vie et l'accompagnement en milieu ouvert. Donc ces 9 thématiques, on a souhaité en fait fédérer les fondations autour de ce projet collectif. Et donc, pour ça, encore une fois, de la méthodologie, on a mis en place en fait une matrice autour de l'intérêt du projet. Donc l'intérêt du projet, c'est le nombre de jeunes bénéficiaires, par exemple, la réplicabilité du projet qui était hyper importante pour Esprit de famille, la transversalité, les effets de levier. Et on a mis aussi en place la faisabilité, donc c'est la maturité de la solution, la capacité de mise en œuvre opérationnelle, les ressources humaines, le coût, etc. Donc suite à ça, est ressorti un projet qui nous permettait de répondre à l'ensemble de ces leviers. Et donc, c'est l'Alliance Mentorat ASE, dont on en a parlé juste avant. Donc, un projet porté par Esprit de famille, 100% dédié aux jeunes de l'aide sociale à l'enfance et opéré par Break Poverty. Donc, pourquoi le choix de ce projet? C'est la capacité à avoir un collectif engagé, donc avec des associations qui ont une expertise et qui sont engagées autour du mentorat. Un engagement durable dans le temps, avec une implication sur plusieurs années des différents acteurs du territoire. Une méthodologie et un impact mesurable, ce qui pour nous était extrêmement important, puisqu'il y a l'impact quantitatif, le nombre de bénéficiaires, mais avec un suivi aussi dans le temps sur tout ce qui est impact qualitatif. Et donc mesuré dans le temps par cet opérateur qui est Break Poverty. Et un projet duplicable. Alors je représente la région du Nord, vous l'avez compris, donc les Hauts-de-France. Pour moi, c'était extrêmement important d'avoir un projet qui était duplicable, en tout cas sur les différents territoires, avec cette capacité à avoir une méthodologie, justement, qui pouvait être répliquée un peu partout. Alors c'est le cas d'autres projets, Carole Pécou l'a mentionné tout à l'heure, ce n'est pas que ce projet-là, bien entendu. Il y a avant tout, là j'ai parlé de matrice, j'ai parlé de mesures, etc. Mais avant tout, il y a le langage du cœur, c'est par quel projet vous êtes porté. Mais en tout cas, voilà, on a associé cette méthodologie et le cœur, et pour moi c'était extrêmement important. Et je rajouterai quand même quelque chose par rapport au mentorat, c'est que pour moi c'est très important, il n'y a pas que le don financier, il y a aussi le don de temps. Et ce projet, ça donne aussi la possibilité à chacun d'entre vous de donner du temps en tant que mentor. C'est aussi un appel à mentorat, si vous le souhaitez. J'en profite. Et donc ça peut être développé au sein des entreprises, s'il y en a ici, comme le fait aujourd'hui Media One. Mais ça peut être fait dans différents environnements. Donc n'hésitez pas, c'est un projet qui est extrêmement, en tout cas, porteur. Alors, Denis, on a déjà parlé avant. Moi, j'aime le collectif. Donc, on s'est associé avec un certain nombre de fondations familiales du Nord autour de ce projet. Et donc, on a la joie de se dire que aujourd'hui, on est une petite dizaine de fondations familiales du Nord. Pour moi, c'est extrêmement important aussi que les fondations familiales aient la parole, puissent justement montrer qu'elles sont en capacité d'avoir de l'impact. Et en se mettant en fait en collectif, on augmente considérablement notre impact. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes un certain nombre de fondations familiales du Nord autour de ce projet. Et on espère pouvoir lancer à l'automne, en tout cas fin de l'automne, justement ce projet de mentorat dans le Nord.
et avoir justement la possibilité de mentorer 300 jeunes issus de l'ASE en 3 ans. Voilà, donc c'est un projet qui nous enthousiasme. Et donc voilà, n'hésitez pas, je serai tout à fait, en tout cas, preneuse d'échanges par la suite. Vraiment, nous sommes très heureux de vous avoir ce soir. Cher membre d'un esprit de famille, Madame la Ministre, évidemment. L'ensemble des membres du conseil d'administration également, et puis vous, chers amis, de cette grande famille de la philanthropie, comme l'a dit notre présidente en introduction. Merci à ceux qui ne nous connaissent pas encore d'être venus pour voir ce que représentait un esprit de famille. Donc j'espère qu'avec cette thématique de l'aide sociale à l'enfance, vous avez pu ressentir qu'un esprit de famille, c'est vraiment une association par et pour ses membres. Une association qui ne vit que parce que chacun de vous est engagé, s'engage. Et nous, on est, Véronique et moi, vraiment là pour mettre de la fluidité dans ce qui vous touche et dans ce que vous voulez aider. Donc ce soir, on vous a donné un peu un panel de ce que chacun de vous fait. Il y en a certainement beaucoup dans la salle qui ne savent pas qu'ils aident déjà l'aide sociale à l'enfance. En tout cas, merci à vous de soutenir ces associations qui en ont grand besoin autour des jeunes en difficulté, de ces jeunes qui sont placés. Il y a une bonne nouvelle, c'est que ce collectif que vous représentez, que vous allez peut-être représenter dans les projets que vous allez faire ensemble, c'est qu'il peut vraiment faire bouger les lignes et qu'on a vraiment ce pouvoir de l'impact. Ce collectif qui aide des collectifs a énormément de sens aujourd'hui, je pense, dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qui nous pèse, dans l'actualité internationale, l'actualité nationale. Donc là, ce soir, la bonne nouvelle, c'est qu'ensemble, on peut faire, que la spécificité de la philanthropie familiale, c'est d'être aussi complémentaire à l'action publique. Et vraiment, je rejoins le fait que nous ne sommes pas là pour faire mieux, mais nous sommes là pour faire avec et ensemble, Madame la Ministre. Et donc voilà, ce soir, si des vocations ont pu naître sur le mentorat, mentorer rend heureux, je l'ai expérimenté, et il y en a plein d'autres qui l'expérimentent aussi. Mentorer rend heureux, donnez du temps, soutenez financièrement si vous pouvez le faire, et surtout, ce que je vous demanderai ce soir, c'est peut-être de parler autour de vous de tout ce que vous venez d'apprendre et de tout ce que vous venez de comprendre de l'aide sociale à l'enfance, parce qu'il y a encore beaucoup de gens à mobiliser, beaucoup de gens à faire entendre ce qui se passe dans la vie de ces jeunes, et que vous pouvez chacun, et on a chacun la responsabilité, d'aller chercher les talents les plus enfouis chez chacun d'eux, et Jonathan nous en a bien fait la démonstration. Donc voilà, cette certitude dite, ces 3 messages passés. Je voulais juste vous dire que voilà, on était très heureux de vous avoir eu. Merci Véronique pour l'animation de cette soirée et la préparation. Vous incarnez une philanthropie qui est généreuse et active, un esprit de famille. Nous sommes vraiment heureux de vous aider à cette belle capacité d'unir vos forces, à innover pour répondre à des enjeux de société et mutualiser vos savoir-faire. Voilà, donc je vous propose de vous retrouver au cocktail et de vous engager à échanger les uns et les autres sur ce que vous avez peut-être envie de faire ce soir ou ce que vous faites déjà, et en tout cas voilà, faire rayonner cette aide sociale à l'enfance. Et je demande juste aux intervenants, Madame la Ministre et Sabine Ruth Bézieux, de rester là juste pour une petite photo. Voilà, et en tout cas, déjà tous de vous retrouver au cocktail et de profiter de ce petit moment de convivialité. Merci beaucoup.